Bon, ben, alors, ce que je vous propose, en fait, c'est de commencer par la partie thermodynamique, ce qu'on avait fait avant les vacances, et après on termine par la cinétique, si ça vous va. Ok? Alors, en thermodynamique, il y a quelqu'un d'autre qui est arrivé, je sais pas. Monsieur, juste, Oui, vous enregistrez là, vous ferez une vidéo? ben, je suis en train, là, voilà, c'est en train Ah OK, d'enregistrer, ça marche. d'accord. Voilà, il y a 27 secondes que ça commence. OK. Voilà. Bon, ben, je commence alors du coup. Alors, donc au niveau thermodynamique, alors déjà la première chose à savoir, c'est qu'on va étudier cette fois-ci un système au repos. Donc c'est-à-dire c'est un système qui n'a pas d'énergie cinétique et pas d'énergie potentielle au niveau macroscopique. Alors comme il ne bouge pas, ce système, ça peut être, je sais pas moi, une tasse de café, ça peut être une maison, ça peut être, voilà, donc c'est un système. Ben, comme ce système est au repos, eh ben, il possède ce qu'on appelle de l'énergie interne. Donc l'énergie interne, c'est ce qu'on appelle U. Donc on a notre U, cette énergie interne, donc c'est se mesure en joules. Et cette énergie interne, en fait, elle correspond à l'énergie des entités microscopiques qui constituent le système. Donc ça veut dire Mmh. que cette énergie, elle englobe à la fois l'énergie cinétique, parce que les petites molécules, elles bougent, donc elles ont une vitesse. Donc il y a l'énergie cinétique des molécules, on va dire. Et elle regroupe aussi l'énergie potentielle des molécules, parce que ces molécules, elles sont attirées les unes par rapport aux autres. Donc toutes ces énergies, ça se regroupe sous le terme d'énergie interne. Alors Mmh. maintenant, cette énergie interne, on peut la faire, on peut la modifier, on peut la faire varier. Alors pour la faire varier, on peut agir sur deux choses: le travail, qu'on appelle W, et le transfert thermique, qu'on appelle Q. Donc c'est aussi deux énergies. Le travail se mesure en joules, le transfert thermique se mesure en joules aussi. Alors après, il peut y avoir deux possibilités. Soit notre système, on va lui apporter on va lui apporter de la chaleur. Si on lui apporte de la chaleur, et ben à ce moment-là, on va dire que le milieu extérieur, par exemple, est plus chaud. Et donc comme il est plus chaud, Mmh. il va donner de la chaleur à notre système. Donc le transfert thermique, on dit qu'il est reçu par le système, donc il sera positif. Si par contre on a un milieu extérieur beaucoup plus froid, et bien là, à ce moment-là, le transfert de chaleur sera négatif, puisque le système il va perdre de la chaleur et la donner au milieu extérieur. Est-ce que ça va toujours? Du coup, si, le milieu extérieur est plus chaud, Oui, le transfert thermique est, positif et inversement pour, s'il est plus froid, c'est ça? voilà, c'est ça. Ça veut dire que si le milieu D'accord. extérieur est plus chaud, c'est qu'il va forcément donner de la chaleur au système. Donc, comme le système il reçoit de la chaleur, c'est positif. Mais par contre, si toi, Élise, tu es dans le froid, le milieu extérieur est plus Mmh. froid, donc tu vas le ressentir, le froid. Donc, Oui, tu vas perdre de la chaleur. Donc, Q sera négatif parce que tu vas libérer de la chaleur au milieu extérieur. d'accord. Ça va pour le si? Alors Ouais. après, pareil, on peut très bien te donner de la chaleur par un travail. Donc c'est le cas ici, par exemple, le travail reçu par un système. Ça peut être un travail électrique, par exemple, je prends le cas de la bouilloire. Tu as une résistance électrique, tu vas chauffer l'eau de la bouilloire grâce à ta résistance électrique. Donc c'est un travail Mmh. électrique qui va donner de l'énergie à l'eau, par exemple. Ou ça peut être un travail mécanique aussi. Ou alors tu peux avoir l'inverse, c'est-à-dire que ton système, il va libérer, il va produire du travail électrique ou du travail mécanique qui va être cédé à l'extérieur. On peut avoir les deux cas. Voilà. Donc là, c'est tout ce qui Hem, peut. Oui, juste du coup par rapport à la chaleur et au froid, oui, ça c'est juste du coup le transfert thermique Q oui. et le travail, c'est pas forcément en lien avec, la chaleur, enfin avec la température? Eh ben, c'est. Comment dire? Ça va influencer, mais ça va être une conséquence. C'est-à-dire que si par exemple tu prends une résistance électrique, tu vois, dans ta bouilloire, tu branches ta résistance, donc tu as un circuit électrique qui circule, donc tu as une énergie électrique. Cette énergie électrique, c'est ce qu'on appelle WE, le travail électrique. Et ce Mmh. travail électrique, tu es d'accord, qui va chauffer l'eau.
si la Oui, résistance chauffante, elle est en marche. Donc si l'eau, elle chauffe, tu es d'accord que l'eau, elle va récupérer le travail. Donc le travail d'accord, va être positif. Tu vois, quand un système récupère de l'énergie, c'est que cette énergie sera positive pour lui. Si le système libère de l'énergie à l'extérieur, il en perd. Donc là, du coup, le travail ou l'énergie sera négative. Voilà comment on d'accord. compte. En gros, pour Q, en fait, comment ça marche? Bah, on sait que la chaleur, elle va toujours du corps chaud vers le corps froid ou du corps froid vers le corps chaud? La chaleur, elle va du corps chaud vers le corps froid. Voilà, toujours. Donc il faut regarder. Est-ce que c'est le milieu extérieur qui est plus chaud ou est-ce que c'est le système qui est plus chaud? Bah, tu auras tout de suite la réponse. D'accord? D'accord. Voilà, voilà pour cette première chose. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est les deux formules que tu m'as parlé tout à l'heure, Élise, c'est le premier principe de la thermodynamique. Donc, qu'est-ce qu'il dit, ce premier principe de la thermodynamique? Il dit que la variation d'énergie interne d'un système, qu'on appelle delta U, qui n'échange pas de matière avec l'extérieur, au repos, macroscopiquement, donc ça veut dire qu'il n'y a pas d'énergie cinétique, pas d'énergie potentielle, il n'y a que delta U. Et bien, qu'est-ce qu'il dit, le Oui. premier principe de la thermo? Il dit que delta U, ben, c'est égal à la somme des transferts d'énergie entre le système et le milieu extérieur, c'est-à-dire c'est la somme de tous les transferts thermiques plus tous les travaux. Voilà. Mmh. Donc ça, tout ça c'est en joules. Donc l'énergie, la variation d'énergie interne, ben, c'est aussi en joules. Voilà. Voilà ce que dit le premier D'accord. principe de la thermodynamique. Donc Bah, ça, ça va, mais c'est la formule d'à côté, je comprends pas trop pourquoi elle est alors, si compliquée. ouais, j'arrive après. Donc je dis que si j'applique cette formule, si je dis que mon système, il est adiabatique, qu'est-ce que ça voulait dire ce mot? Un système adiabatique. Je sais. Rappelle-toi ce qu'on avait fait par exemple avec le calorimètre. Qu'est-ce qui se passait au sein d'un calorimètre? Est-ce que la chaleur pouvait sortir du calorimètre ou pas? Non? Et non. Donc un système adiabatique, c'est un système fermé. Et qu'est-ce qu'on a dit si le Ah! système est fermé? On a dit que delta U égale Ah bah, W+. Q, mais égale à, s'il n'y a Ah, une pas, constante? ah non, Non? et non, s'il y a pas d'échange avec l'extérieur, si c'est fermé, il n'y a pas de variation, il n'y a pas de perte de chaleur ou de gain de chaleur là dans ce cas-là. Donc delta U sera égal Azo? à 0. Voilà. Si le système est fermé, delta U égale 0, ça veut dire que W égale moins Q. Ou W plus Q égale à 0. Voilà ce que ça veut dire. Mais du coup, c'est un système fermé, ça s'appelle comment, vous m'avez dit? On dit système fermé ou on dit aussi système, je vais le marquer là, adiabatique. Ça, c'est quand on avait fait avec le calorimètre. On a dit que le Mmh. calorimètre, c'est comme une bouteille thermos. Ben, il n'y a pas d'échange avec l'extérieur. Donc, on peut dire que le système, il est fermé. Et si le système est fermé, delta U égale 0. Donc, 0 égale W plus Q. Ou W égale moins Mmh. Q. On peut dire ça comme ça. Tu vois. D'accord. Donc, voilà ce qu'on peut en dire comme conclusion sur le premier principe de la thermodynamique. Alors, après, la deuxième relation. La deuxième relation, c'est une autre formule qui permet de déterminer la variation d'énergie interne. Alors on te dit que pour un système incompressible, alors ça veut dire quoi incompressible? C'est un Bah, qui système, n'est pas compressible. voilà, on ne peut pas le compresser, on ne peut pas réduire le volume en fait, ou voilà. Donc c'est un système solide généralement, ou liquide, hein. Voilà ce que ça veut dire. Un solide ou un liquide, on ne peut pas le réduire, hein. Donc pour un système Oui. incompressible, de masse petit m et de capacité thermique C, dont la température varie, et bien delta U doit être égal à m fois c fois le fameux delta t. Le delta t, c'est Ouais. t final moins t initial. C'est ça delta t. C'est température D'accord. finale moins température initiale. Alors là, tu vois, dans la diapo ici, tu as tf moins ti
Et là, tu as θF moins θI, tout simplement parce que TF moins TI, ça se mesure en Kelvin. En Kelvin. Et tandis que θF plus θI, ça se mesure en degrés Celsius. Alors pourquoi il y a eu deux formules de marquées? Bah, tout simplement parce que c'est exactement la même chose. Parce que quand on a par exemple 10 Kelvin d'écart ou 10 degrés Celsius d'écart, bah, c'est exactement la même chose. Donc ça veut dire que dans cette formule, on peut très bien écrire la température en Kelvin, ou alors on peut très bien laisser la température en degrés Celsius. Voilà ce que ça veut dire. C'est bon? Alors maintenant, Oui, mais du coup, oui, quand est-ce qu'on sait laquelle des deux formules on utilise? et ben là tu peux, ça dépend de l'énoncé. Si l'énoncé te donne des températures en Kelvin, tu fais la différence en Kelvin. Et là, si l'énoncé te donne des températures en degrés Celsius, tu fais directement le calcul avec les températures en degrés Celsius. Oui, non, mais je parlais entre la formule de delta U où on n'utilise que le travail Oui, et et Q, le transfert thermique oui. ou l'autre. Enfin, qu'est-ce qui différencie Ah, l'utilisation de l'une ou et l'autre? ben ça sera l'énoncé. Parce que si l'énoncé te dit que par exemple ton système n'est soumis à aucun travail, mais qui a un transfert thermique de temps, à quoi est égal delta U, tu pourras directement appliquer la formule. Si dans l'exercice on D'accord. te dit que tu as, je sais pas moi, du café, de l'eau, qui a une capacité thermique massique de temps, et cette eau, on sait qu'on veut la monter de 20 degrés à 30 degrés, et tu vas forcément utiliser cette formule-là. Voilà, D'accord. ça va être l'énoncé qui va te dire si tu utilises le transfert thermique ou si tu utilises la capacité thermique massique. Alors après, ce qu'on peut dire, il y a deux choses. Donc delta U, on peut dire que c'est, on avait dit que par exemple pour le calorimètre, on l'avait noté comme ça. C fois T final moins T initial. On avait écrit ça comme ça pour le calorimètre. Donc on a dit que delta U, ça se mesure en joules. C'est une variation d'énergie. Ça se mesure en Kelvin, on avait dit, ou en degrés Celsius, peu importe. Ce qui fait que, du coup, C, ça va se mesurer en quoi? En joule par Kelvin? Eh oui, joule par Kelvin. Mais alors, Mais pourquoi c'est du différent coup, de on n'a ça? pas mis la masse pour le Eh, calorimètre? eh oui, comment ça se fait alors? Et comment ça Parce Je se qu'on sais fait? plus. considère que ça pèse 1 kilo. Eh bien, parce que la masse est déjà incluse dans la valeur de la capacité thermique. Voilà ce que ça veut dire. On a déjà inclus la masse à l'intérieur. Alors que, maintenant, la différence entre ça et ça, c'est quoi? C'est que ça là, M fois C, c'est ce qu'on appellera Cm. Alors c'est quoi la différence? C, c'est ce qu'on appelle la capacité thermique du système. Et ça, c'est la capacité thermique massique du système. Pourquoi? Parce que la capacité thermique massique, regardez en quoi elle s'exprime. Elle s'exprime en joules par kilogramme et par Kelvin. Cette fois-ci, on fait intervenir les kilogrammes. Comme C par kilogramme, on est obligé de multiplier par la masse pour avoir des joules par Kelvin après. Vous voyez, pour passer de ça à ça, on est obligé de multiplier par la masse. Mhm. Donc ça veut dire, si je traduis, la capacité thermique, c'est égal à la capacité thermique massique, qui s'exprime par kilogramme, multiplié par la masse. Donc ça va dépendre de l'exercice. Si on vous donne la capacité thermique, il faudra utiliser cette formule-là. Si on vous donne la capacité thermique massique, il faudra utiliser cette formule-là. Vous voyez? D'accord. Donc là, ce qui différencie les deux, c'est la masse. Donc par exemple, si vous avez, je sais pas moi, du café, je prends sur l'exemple du café ou de l'eau, alors on va peut-être pas vous donner une masse, on va peut-être vous donner un volume. Ah, comment vous allez faire pour trouver la capacité thermique alors? C'est quoi qui relie la masse et le volume? Ah, la masse volumique. Et voilà, donc ça on est obligé de vous la donner aussi, pareil. Mhm. Alors du coup, ça voudra dire que si on vous donne le volume, à quoi sera égale la capacité thermique alors?
CM fois V sur masse volumique. Alors, Masse volumique sur V, pardon. alors, on sait que la masse volumique, Non. c'est M sur V. Ah, c'est ρ fois V alors, pardon. Et Oh. donc, si on veut la masse, c'est ρ fois V. Voilà tout ce qu'on doit savoir sur la capacité thermique, voilà, qui peut intervenir dans la formule du premier principe de la thermodynamique. Est-ce que c'est bon pour cette diapo? Oui. Ouais. Ok. Alors, je passe à la suivante. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il y a à savoir? Alors, ce qu'il y a à savoir, c'est ce qu'on appelle les transferts thermiques. Alors, les transferts thermiques, il y en a 3. Il y a la conduction, la convection et le rayonnement. Donc là, oui, vous avez une casserole remplie d'eau. Dans cette casserole remplie d'eau, ben, si cette casserole elle est en cuivre par exemple, on sait que le métal cuivre c'est conducteur. Donc du coup, ça veut dire que si on fait chauffer une casserole en cuivre, si on met sa main ici, ben, on va forcément se brûler. Pourquoi? Ben parce qu'en fait, la conduction, ça se transmet de proche en proche. Et ça se transmet surtout avec des solides. Après, si j'ai de l'eau là, eh ben, moi je sais que si je fais chauffer de l'eau, eh ben, je sais qu'en bas ça sera chaud et en haut ça sera froid. Donc il va y avoir ce qu'on appelle des mouvements de matière, des mouvements de fluide. Et donc là, les courants chauds vont aller vers le haut et les courants froids vont aller vers le bas. En fait, il va y avoir un mouvement de matière. Et ça, c'est ce qu'on appelle la convection. Et puis ensuite, si on fait chauffer de l'eau, et bien en fait, si on fait chauffer de l'eau, l'eau elle va être à une certaine température. Et si elle a une certaine température, et bien on sait qu'elle va libérer aussi de la chaleur sous forme de rayonnement. Et en particulier, c'est du rayonnement infrarouge. Parce qu'on sait que tout corps qui dégage de la chaleur dégage lui aussi des rayonnements. Donc il va y avoir aussi un transfert par rayonnement. Donc ça, c'est les 3 transferts thermiques à connaître. Est-ce que ça va pour cette partie-là? Alors maintenant, moi je vais surtout m'intéresser au transfert dans un premier temps par conduction. Et quand on va parler de conduction, ben, on va s'intéresser en particulier à tout ce qui peut accélérer ou ralentir la conduction thermique. Et pour ça, on a besoin de déterminer ce qu'on appelle la résistance thermique. Alors c'est quoi la résistance thermique? On veut déterminer ce qui peut ralentir la conduction? Oui, parce qu'il y a des matériaux qui peuvent ralentir le transfert par conduction. Ben, ta maison, heureusement qu'elle est isolée, Elise, parce que sinon, Oui, c'est vrai, c'est toute la vrai. chaleur partirait, et donc moi, je n'aurais pas payé ta note de chauffage. Hein. Donc, tu vois, c'est normal qu'il y ait des matériaux qui doivent ralentir, qui doivent bloquer le transfert par conduction. Hein. Et alors, du coup, alors comment est-ce qu'on va savoir ça? Ben, moi, déjà, je sais que ce qu'on appelle le flux thermique, ça se note phi, ça se mesure en watts. Et bien, qu'est-ce que c'est? Le flux thermique, c'est par exemple un transfert thermique Q divisé par delta T, le temps. C'est-à-dire c'est une énergie, c'est-à-dire des joules divisé par des secondes. Et des joules par des secondes, ça fait des watts. Donc en fait, le flux thermique, c'est une sorte de puissance thermique. Voilà, moi je connais déjà ça. Donc nous, ce qu'on va essayer de faire, c'est essayer de réduire, de ralentir cette perte de chaleur par unité de temps, ce flux thermique. Alors comment est-ce qu'on va faire ça? Eh bien, grâce à les formules qui sont marquées là. Donc comme je vous avais dit, ces formules, dans votre contrôle, si vous avez les utilisées, elles seront déjà données. Vous voyez? Ça sera à vous de savoir après les utiliser, ces formules. Donc là, je vous les rappelle, hein, c'est les formules qui donnent les résistances thermiques. Donc la résistance thermique, qu'est-ce que c'est? C'est la variation de température, donc l'écart de température, donc soit en degrés Celsius, soit en Kelvin, divisé par le flux. Donc une résistance, comme en électricité, je vous avais dit, c'est une variation de tension sur un flux d'électrons, un courant. Et bien là, une résistance thermique,
c'est une variation de température divisée par le flux thermique. Donc ça, c'est la première formule qui donne la résistance thermique. Et puis la deuxième, et ben cette deuxième formule, c'est elle qui va me permettre de savoir si le matériau que j'étudie, si c'est un bon isolant ou un bon conducteur. Alors comment je peux savoir ça? Ben, moi déjà, ce que je peux savoir, c'est que par exemple ici, ben, je peux faire une analyse dimensionnelle par exemple. La résistance thermique, c'est égal à l'épaisseur divisé par la conductivité thermique multipliée par la surface. L'épaisseur, ça se mesure en mètres, on va dire. C'est unité légale. La surface, c'est en mètres carrés. Et donc, la résistance thermique, on vous dit que ça se mesure en watts par mètre et par Kelvin. Donc, moi, j'aimerais savoir en quoi se mesure ce qu'on appelle la conductivité thermique. Pardon, qu'est-ce que j'ai dit oui, donc ça c'est la conductivité thermique pardon, qui se mesure en watts, mètre moins 1 et par Kelvin. Et donc la résistance thermique va se mesurer en quoi elle du coup? La résistance thermique, c'est pas en watts par mètre par Kelvin? Alors tu dis c'est en watts? Non, c'est pas ça. On va vérifier. L'épaisseur c'est en mètres, d'accord? Le lambda c'est en watts Ah, ok. par J'avais mètre. pas vu que c'était pour lambda, je croyais que c'était pour Ah la oui, résistance voilà, thermique. pour la résistance justement, voilà. Et on sait que lambda ça se mesure en, voilà, comme ça. On sait que la surface c'est des mètres carrés. Alors comment vous simplifiez tout ça? On a des mètres divisés par des watts, mètre moins 1, Kelvin moins 1, multiplié par des mètres carrés. Ça serait égal à quoi tout ça alors? Des watts par mètre carré par Kelvin. Et non, toujours pas. Regardez, là j'ai des mètres moins 1 multiplié par des mètres carrés. Ça fait quoi ça? Les mètres. C'est des watts par Kelvin. Eh ben toujours pas. Ça fera des mètres moins 1 par mètre carré, ça fait des mètres, tu m'as dit. Donc voilà ce qui va me rester. Donc les mètres, je peux les simplifier. Et qu'est-ce qui va rester? Il reste 1 là au numérateur. Donc ça veut dire que la résistance thermique va se mesurer en Kelvin par watt. Kelvin par watt, puisqu'on divise 1 sur Kelvin moins 1, ça fait Kelvin. Et 1 divisé par des watts, ça fait des watts moins 1. Et ça, on peut le deviner comment? On peut le deviner ici. Si regardez, delta T, c'est des Kelvin. Et le flux, c'est des watts. Donc on a bien des Kelvin par watt. Voilà comment ce qu'on peut faire pour trouver les unités. Ça va pour les unités? Ouais. Alors maintenant, la question que je vous ai posée tout à l'heure, c'est, moi je voudrais savoir si le matériau que j'étudie, il est isolant ou il est conducteur. Alors pour savoir ça, un matériau isolant, il doit être comment? Il doit avoir une petite ou une grande résistance thermique? Alors je ne sais pas s'il y a d'autres personnes qui sont arrivées depuis tout à l'heure. Il y a Jean Damien. Voilà. Alors qui peut me répondre là, alors? Si je veux un matériau super isolant, il faut qu'il ait une grande ou une petite résistance thermique? Une grande résistance thermique, donc un petit flux thermique, pardon Elise. Ah oui, 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 voilà, je vais dire un petit flux thermique. Voilà, c'est ça. Il faut ralentir le flux. Il faut bloquer le flux. Donc si on veut un petit flux, il faut une grosse résistance. Donc c'est comme ça qu'on va savoir qu'on aura un bon matériau isolant. Alors maintenant, moi j'aimerais étudier ce matériau. Ce matériau, pour qu'il ait une grande résistance, il faut justement que l'épaisseur soit comment? Comme elle est au numérateur. Petite ou grande? De quoi, l'épaisseur? Eh bien oui, Grande. elle sera grande. Si elle est grande, la résistance sera grande. Donc là, la résistance va augmenter. Mais si je veux que ta résistance augmente, il faut que lambda lui soit comment? Plus petit. Bah oui, Le petit, plus oui. petit possible. Donc plus mon matériau aura un lambda petit,
plus la résistance sera grande. Et après, la surface, on ne peut pas vraiment y toucher parce que si on a, mettons, un mur, le mur, il a une surface, on ne pourra pas changer la surface. Mais on peut au moins changer soit l'épaisseur, soit la nature du matériau avec le coefficient lambda. Et la dernière chose à savoir, c'est que si par exemple, vous avez ça là, voilà, on va dire que ça c'est le mur d'isolation chez Elise par exemple. Donc par exemple, il y a du parpaing, on va dire, il y a, je sais pas moi, il y a un film protecteur, il y a une couche de plâtre, il y a de la laine de Oui, c'est bien verre. isolé chez moi, monsieur, vous en Voilà, faites donc pas. c'est bien isolé. Donc tu vois, il y a dans ton mur, il y a par exemple 1, il y a 2, il y a 3, il y a 4 matériaux par exemple. Et ben comment je vais faire pour calculer la résistance de mon mur? On calcule l'épaisseur de tous les matériaux déjà. Et ben la résistance totale, et ben déjà ce qu'on va faire, c'est que les résistances peuvent s'additionner. Ça on l'avait vu. Mais ça sera marqué si vous l'avez dans Ah oui. l'exercice. Donc si vous avez plusieurs matériaux, et ben il faudra calculer la résistance thermique du matériau 1, plus la résistance thermique du matériau 2, plus la résistance thermique du matériau 3, et plus la résistance thermique du matériau 4, si vous en avez 4 bien sûr. Et donc après, qu'est-ce qu'il faudra faire? Il faudra remplacer par les valeurs qu'on vous pourrez vous donner en exercice. Parce que ça, on devra vous les donner, les valeurs des épaisseurs, des coefficients lambda, des surfaces. Donc il faudra remplacer par tout ce qui sera donné et faire le calcul. Par exemple, ça sera lambda 1 fois S, plus E2 fois lambda 2 fois S, etc. Voilà, tout ce qu'il y a à savoir là-dessus. Plus, etc. Est-ce que ça va pour ça? Oui. C'est tout bon pour cette Oui, partie? oui. Ok. Alors maintenant, il nous reste à voir une dernière chose sur la partie thermodynamique, c'est la loi de Newton, la loi phénoménologique de Newton. Alors cette loi, elle permet d'aboutir, on avait dit, à une équation différentielle, et après on pouvait résoudre cette équation différentielle. Alors cette loi, elle fait intervenir ce qu'on appelle un thermostat. Alors un thermostat, c'est-à-dire que le transfert thermique se fait uniquement par un transfert Q, il n'y a pas de travail du coup. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on applique le premier principe de la thermodynamique, delta U, qui doit être égal à Q plus W, sera uniquement égal à Q, parce qu'il n'y aura pas de travail. Le travail sera toujours égal à 0, puisqu'on aura ce qu'on appelle un Du thermostat. coup, ça, c'est que dans la situation D'un thermostat d'un thermostat, d'une d'accord. température constante. Si la Ok. température ne varie pas, il n'y a pas de travail. Donc il peut y avoir que des transferts de chaleur, que Q. Donc delta U égale à Q, c'est la première chose. Ensuite, utilisation de la relation Q et phi. Donc on vient de la voir tout à l'heure, la relation. C'est que on a dit que le flux, je la remarque ici, c'est égal à Q sur le temps, delta T. Ça, c'est ce qu'on vient de voir. Donc là, pour l'instant, il y a deux formules qu'on vient de voir. Ensuite, il y a l'utilisation de l'expression qui sera toujours donnée de la loi de Newton. Donc cette expression, je vais vous la donner tout à l'heure, elle sera toujours donnée, cette expression. Ensuite, l'expression de delta U en fonction des températures initiales et finales, ça on l'a vu tout à l'heure. Si on sait que delta U égale à Q, on sait que Q c'est égal à la masse fois Cm fois T final moins T initial. Ça c'est ce qu'on vient de faire tout à l'heure. Oui, mais vu que la température est constante, ça peut pas être ça. Alors, température est constante dans le système, mais à l'extérieur, il y a une température, je voudrais plutôt marquer alors température extérieure, plutôt j'aurais marqué que finale, voilà, température extérieure moins température intérieure, voilà, ça sera mieux comme ça. Ah d'accord, parce que la température, la deuxième, c'est Oui. la température du système. Voilà, alors que la Ok. première, parce que celle du système, elle va bouger, donc généralement nous on l'appelle T. Et la finale, enfin l'extérieur, elle est constante aussi. C'est la température du milieu extérieur. Donc voilà. Donc ça, c'est l'expression que j'en déduis du premier principe. Et avec tout ça, je dois aboutir à ma fameuse équation différentielle.
Alors, comment j'aboutis à tout ça? Alors, j'essaie de faire le raisonnement. Alors, je me dis que, alors je m'intéresse déjà à un transfert de chaleur sur des intervalles de temps tout petits. Alors, qu'est-ce que je peux dire si je m'intéresse à, je vais le marquer comme ça, sur un intervalle de temps très faible, et bien qu'est-ce que je vais pouvoir dire sur un intervalle de temps très faible? Et bien à ce moment-là, je vais dire que delta U, et bien vu que l'intervalle de temps est très faible, je peux dire que c'est égal à du. On peut dire, on parle de dérivée quand l'intervalle de temps est tout petit. Et on sait que du, c'est égal à Q, mais comme c'est une petite variation de Q, on l'appelle comme ça, d de Q, on avait dit. Et c'est quoi d de Q? C'est égal à M, la masse du système, multiplié par C massique du système, et multiplié par l'intervalle de température, donc cet intervalle de température, je l'ai appelé tout à l'heure dt. Petit intervalle de température, je l'appelle dt du coup, puisque je suis sur un intervalle de temps très faible. Donc ça, c'est ma première relation. Ensuite, on a dit aussi, si on reprend la diapo précédente, donc que le flux thermique, c'est Q divisé par delta T. D'accord? Donc, le flux thermique, c'est Q, donc ça sera donc dQ sur dt. Donc voilà, sur dt. Donc ça voudra dire que delta Q, ça sera égal au flux multiplié par l'intervalle de temps dt, le tout petit intervalle de temps. Voilà, voilà tout ce qu'on vient de faire pour l'instant. Et j'ai appliqué tout ce qu'on vient de faire à un intervalle de temps tout petit. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Oui. Ouais. Alors maintenant, qu'est-ce que je sais aussi? Je sais aussi que ça, on doit vous le donner. Ça sera donné en exercice, que vous ne pouvez pas le deviner. C'est ce qu'on appelle justement la loi phénoménologique de Newton. Alors qu'est-ce qu'elle dit, cette loi phénoménologique? Elle dit que dès que, voilà, je veux dire, le flux en fait, c'est égal, on l'a dit à, qu'est-ce que je dis? Oui, donc le flux, oui, donc c'est, est-ce que je fais le flux ou est-ce que je fais Q? Je vais plutôt dire oui, donc je rectifie, voilà, je vais le dire autrement, voilà, je vais plutôt partir, voilà ce qu'on va vous donner en exercice par exemple. On va vous donner dQ, ça on vous le donne, dQ égale H fois S fois T extérieur, comme on l'a vu tout à l'heure, moins T, on va dire, voilà, T et tout ça, voilà, donc ça c'est dQ. C'est dQ, donc dQ c'est, on a dit que c'était fois dt, donc voilà, je vous donne ça. Du coup, S, c'est la surface? Alors voilà, je vais expliquer tout ce que c'est. Alors S, voilà, S c'est la surface en mètres carrés. Donc ça peut être la surface de, je sais pas moi, d'une tasse de café, donc ça sera la tasse. H, c'est ce qu'on appelle le coefficient, on appelle ça conducto-convectif, donc ça c'est une constante qui sera aussi toujours donnée. T extérieur moins T intérieur, donc la température extérieure moins la température du système, comme on l'a dit tout à l'heure. Et on a des dt, donc puisque on sait que dq, c'est en fait c'est le flux multiplié par dt, c'est ce qu'on a marqué juste au-dessus. Donc ça veut dire que ce que je mets en rouge, c'est finalement le flux thermique. Vous voyez, j'égale les deux expressions. Donc ça sera toujours donné. Est-ce que ça va pour l'instant? Donc ça, c'est vraiment le début. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Alors, si vous avez bien compris tout ça, maintenant on va pouvoir établir l'équation différentielle du premier ordre avec ce grand nombre. Alors, comment est-ce qu'on va faire ça?
et ben en fait, on a finalement deux expressions. Moi, j'ai l'expression ici, que j'appelle 1, et j'ai l'expression ici, que j'appelle 2. Voilà, moi j'ai deux expressions qui sont toutes les deux égales au transfert thermique. Donc, qu'est-ce que je peux en faire de ces deux expressions, d'après vous? Bah, on peut remplacer, du coup, on peut les mettre ensemble. On peut les mettre ensemble, on peut les égaler. Donc, si je les Mmh. égale, qu'est-ce que je vais avoir? Ben, je vais avoir M fois Cm fois dt. Et pourquoi là, c'est un grand T? C'est peu importe Eh ou? ben non, c'est pas... Ah ça, c'est la température, Temps. oui. Voilà, c'est pour ça que je mets OK. T pour température et petit t pour le temps. Donc, il y a d'un côté la température et le temps. Et c'est ça qui va faire qu'on va avoir une équation différentielle, justement. Une équation différentielle dont la grandeur sera grand T, la température, justement. Je rappelle ce que c'est qu'une équation différentielle. Une équation différentielle, c'est une équation où il y a la grandeur, qu'on appelle le temps, et la dérivée de la grandeur par rapport au temps. C'est ça l'équation différentielle. Donc il faut que j'arrive à ça, moi, en fait. Alors pour y arriver, on a dit, on n'a pas le choix, il faut qu'on égale les deux expressions. Donc il faut que je fasse ça. T extérieur moins T fois dt. Voilà. Voilà ce que j'ai pour l'instant. Et bien une fois que j'en suis là, j'ai presque établi mon équation différentielle. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'il me reste à faire? Et bien ce que je peux peut-être faire, c'est le m fois cm là. Je peux le faire passer de l'autre côté, je peux le faire diviser. Donc qu'est-ce qui va rester si je le divise? Il restera dt égale H fois S divisé par M fois CM voilà. et dt, fois température extérieure moins T Et ben voilà. Température fois dt. extérieure moins T et fois dt. Et là, j'ai presque mon équation différentielle, vous allez voir. Parce que c'est quoi l'équation différentielle? On l'a dit tout à l'heure. Et ben, il fallait qu'on ait la dérivée de la température, on a dit tout à l'heure, par rapport au temps pour avoir la dérivée. C'est bien ça l'équation différentielle. Donc si je divise à gauche par dt, qu'est-ce qui va me rester à droite? Et ben le dt à droite, qu'est-ce qu'il va faire? Il va Ah bah, il va disparaître. disparaître. Et ben voilà, on s'en débarrasse à droite. Donc à gauche, il va rester juste ça. Alors ce que je peux peut-être faire, c'est développer. Développer la parenthèse, parce qu'il ne me reste que la parenthèse là. Donc si je développe, ben moi j'ai ça. Et après, moi j'ai moins H fois S sur M fois Cm. Et le tout fois T. Et alors du coup là, est-ce que vous la voyez l'équation différentielle? Monsieur, juste, est-ce Ah que oui, du coup... vas-y. Oui, Vas-y. pardon. Est-ce que CM fois M, du coup, c'est égal à C? Oui, c'est Est-ce ce qu'on qu'on vient de... pourrait Voilà, faire c'est ce ça qu'on a dit. ou... Ouais, on peut le remplacer après. D'accord, Voilà, c'est ce qu'on avait en ok, tout début. Voilà, donc le M fois Cm. Si tu veux, après tu peux le remplacer par grand C. Voilà. ok. Alors, pendant que tu m'as dit ça, moi j'ai entouré deux choses. Ah oui, du coup, On oui, a la dérivée, on a la dérivée de la grandeur et on a la grandeur. on a la grandeur. Donc si j'ai Du mis coup, les on peut deux du même remplacer côté, la dérivée de la grandeur par la dérivée de la grandeur qui est égale à ça. et ben voilà, donc on va faire dt sur dt, donc la dérivée de la grandeur. La grandeur qui est moins là, ben je la fais passer à gauche. Et comme ça, j'aurai mon équation différentielle. Et voilà, là voilà mon équation différentielle. M fois Cm fois T. Et ben, cette équation différentielle, on voit bien qu'elle est égale, elle est bien du premier ordre, et elle est égale à un second membre. Et le second membre, ben, c'est H fois S sur M fois Cm fois T extérieur. Et on sait que c'est une constante ici, parce que H, on a dit que c'était le coefficient de conduction-convection, S c'est la surface,
M, c'est la masse du système, Cm, c'est la capacité du système, et la température extérieure, elle ne bouge pas. Donc là, moi, j'ai une constante aussi à droite. Vous voyez? Alors, on a... Parce que la masse et la capacité ne peuvent pas changer? Ah bah non, parce que on a dit qu'on avait un système incompressible. Ah oui, bah oui. Et le système, il ne peut pas bouger. Il a toujours la même masse, il ne bouge pas, il n'a pas maigri le système. Et il a toujours la même capacité, il est toujours constitué du même matériau. Donc c'est bien une constante. Donc on avait dit aussi d'ailleurs que cette équation différentielle, pour la simplifier, on pouvait l'écrire comme ça aussi. Et ça simplifie pas mal. On avait dit T sur taux égale T extérieur sur taux. On a fait un exercice là-dessus comme ça. Et c'est quoi taux? Taux, c'est... Ah oui, bah c'est Là, H. non. C'est MC, Voilà. M fois CM divisé par H. Ouais. Voilà. Et là, vous avez sur H fois S. Donc tout ça, c'est donné. Hein. Donc ça, vous pouvez trouver taux. Et ça vous simplifie votre expression de votre équation différentielle. Ça va? Pour Ouais. l'équation différentielle, donc ça, bien savoir faire ça. Hein. Ouais. Donc ça, je peux vous dire, dans le contrôle, il y aura forcément une équation différentielle à trouver comme ça, c'est sûr. Donc ça, Mais du coup, le résultat qu'on est censé trouver à la fin, c'est avec les taux? ben après, on peut le remplacer pour simplifier après. Hein. Soit on vous le dit, soit on vous le dit pas. Mais vous avez le droit, si vous voulez, de simplifier, de l'écrire comme ça. Hein. Ça, c'est juste. D'accord. Alors après, la question qui peut venir après, c'est quoi? Ben, c'est résoudre l'équation différentielle. Alors comment est-ce qu'on fait pour résoudre l'équation différentielle? Eh ben, il faut qu'on vous la donne, cette solution. Vous ne pouvez pas la deviner. Donc qu'est-ce qu'on va vous donner comme solution? On va vous dire que t va s'écrire a exponentielle, ben, on va dire moins k fois t, plus b. Voilà, moi je vous donne cette solution. Et moi je vous demande de vérifier que cette solution est solution de l'équation différentielle. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Faut la dériver. Il faut d'abord la dériver une fois. Donc si on dérive cette solution, qu'est-ce que ça va donner? Moins k fois a exponentielle moins k fois t. Très bien. Le b, ben, comme c'est une constante, la dérivée, ça fait 0. Et ensuite, qu'est-ce qu'on doit faire? Ben, il faut remplacer dans l'équation différentielle qui est là. Donc si on remplace le dt sur dt parce qu'on vient de trouver, le t parce qu'on vient de trouver, et on remplace dans l'équation. Donc qu'est-ce que ça va donner alors? Ça va donner moins k fois a fois exponentielle moins k fois t. Ça c'est le dt sur dt. Alors qu'est-ce qu'elle donne l'équation ensuite? Plus t sur taux. Alors ça veut dire plus, ben t c'est tout ça. Donc ça fera a sur taux exponentielle moins k fois t plus b sur taux. Voilà ce que j'ai. Donc ça c'est dt sur dt plus t sur taux. Et ça je sais que c'est égal à t extérieur sur taux qui est une constante. Voilà ce que j'ai au niveau de mon équation. Donc ça y est, j'ai remplacé. Et une fois que j'ai remplacé, maintenant il faut que j'arrive à trouver à quoi est égal A, à quoi est égal K et à quoi est égal B. Alors qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse maintenant? Là, il faut que je fasse deux choses. Vous voyez pas? Non. Non? Non. Et ben, ce qu'il faut faire, c'est que tout ce qui est en fonction du temps, là, donc tout ça, là, il faut que je le mette ensemble. Tout ce qui dépend du temps. Ce qui n'est pas du temps, ça veut dire que c'est constant. Donc si c'est constant, Oui. ça veut dire quoi, là? Ça ne veut pas bouger. Que c'est égal à 0. Et non, ça veut dire que... Ah non, qu'ils sont égaux. Qu'ils sont égaux les deux, puisque ça ne peut pas bouger. Ah Ça oui. non plus. Donc ça doit être égal à ça. Et c'est ça qui sera égal forcément à 0. Donc si B sur taux égale T extérieur sur taux, ben moi j'en déduis que B égale... B égale T extérieur. Et ben voilà. Voilà à quoi est égal B. Ça, je peux déjà déduire ça. Et maintenant, il faut que j'en déduise tout ça là. Il faut que ça fasse 0. Alors si je mets en facteur,
exponentielle moins kt, par exemple, qu'est-ce que j'ai dans ma parenthèse, du coup? Je peux même mettre le a en facteur aussi, d'ailleurs. Qu'est-ce qui va me rester? Il va me rester moins k plus 1 sur taux. Et alors, si ça doit être égal à 0, est-ce que d'abord le a vaut 0? Non. Ben non, sinon il n'y aura pas de solution. Mm. Si k vaut 0, ça fait exponentielle de 0. Exponentielle de 0, ça fait 1. 1. Donc ça ne peut pas être égal à 0 non plus. Donc la seule chose qui peut être égale à 0, c'est la parenthèse. Donc ça veut dire que k égale, ou moins k plus 1 sur taux égale à 0. Donc k égale 1 sur taux. Est-ce que c'est bon pour k? Donc Oui. Ouais. ça veut donc dire C'est que bon. ben, ça y est, moi je connais presque ma solution. Ma solution, c'est a exponentielle moins t sur taux plus t extérieur. C'est ça ma solution en fait. Et il ne me reste qu'une inconnue à trouver, le a là. Alors pour la trouver, on avait dit qu'il fallait déterminer ce qu'on appelle les Conditions initiales. conditions initiales. Alors les conditions initiales, c'est celles qui vont permettre de déterminer la valeur de grand A. Donc ça veut dire qu'il faut que je me mette à t égale 0. C'est ça les conditions initiales. Donc à t égale 0, et ben, je vais avoir a fois exponentielle de t égale 0, on a dit ça fait exponentielle de 0, plus t extérieur. Donc exponentielle 0, ça fait 1. Ça veut donc dire que a égale on peut dire que t, ce sera t0 si vous voulez, hein, c'est la température qu'on avait au départ. Hein. Ah oui, A égale moins T extérieur. Ah non, a égale t0 moins t extérieur. Ah oui, j'ai oublié le T0. Et oui, puisqu'à t égale 0, on a une température de départ aussi. Et donc Oui. voilà, bah ça y est, j'ai ma solution. Ma solution bah, s'écrira t égale t0 moins t extérieur multiplié par exponentielle de moins t sur taux plus t extérieur. Voilà la solution de mon équation différentielle que j'ai résolue. Monsieur, il y a juste une petite partie que j'ai pas très bien compris. Vas-y. La partie où du coup on met tout sur taux, le a exponentielle moins k fois t et le b et le t extérieur. Pourquoi on met tout sur taux? Bah, à cause de ça. Alors, attends. À cause de... où est-ce que j'ai mis à cause de ça là. C'est ça l'équation différentielle. C'est dt sur t plus t sur taux. Donc il faut que je garde le taux qui est là. C'est ce qui est dans mon équation différentielle. D'accord, ok. En fait, le taux, c'était juste pour simplifier tout ça là. Parce que ça fait beaucoup de lettres ici. Ok. Donc pour simplifier toutes ces lettres, D'accord. on remplace par un sur taux. Ça simplifie directement en fait. Voilà. Ok. Et alors la dernière question que je pourrais vous poser maintenant, c'est donc là j'ai la température au cours du temps, la température initiale, la température extérieure et la constante. Et moi j'aimerais savoir au bout de combien de temps mon système par exemple pourrait perdre 30 degrés. Comment je peux faire ça? Comment je peux déterminer le temps? Le temps il est là. Alors comment je peux faire pour déterminer le temps? Il faut que température... il faut isoler le temps. Donc pour isoler le temps déjà, il faut que je mette... Avec un logarithme népérien. Voilà, il faut se débarrasser de l'exponentielle. Donc comment on va faire déjà? On va mettre le t extérieur de l'autre côté. Donc ça va faire t moins t extérieur. Voilà déjà. Et qu'est-ce qui va me rester à droite? Il va me rester t0 moins t extérieur multiplié par l'exponentielle de moins t sur tout. Voilà ce qui me reste. Donc ce que je peux faire maintenant, c'est le t0 moins t extérieur, le faire passer à gauche aussi.
Oui. Il va me rester du coup T moins T extérieur divisé par T0 moins T extérieur. Et là maintenant, regardez, il me reste plus que l'exponentielle à droite. Et comme il me reste que l'exponentielle, tu m'as dit, Carmine, qu'est-ce qu'on pouvait faire maintenant? Comment ça? ln, on peut faire ln? Et oui, on multiplie par ln à droite, mais si je multiplie par ln à droite, il faut aussi que je multiplie toute la partie à gauche par ln aussi, pour pas changer l'équation, bien sûr. Mm. Et alors, justement, si on multiplie par ln, le ln et l'exponentiel, ben, ils s'annulent. Ce qui fait que finalement, à droite, il me restera plus que moins t sur tau, du coup, en ayant mis le ln. Donc finalement, bah, voilà ce qui me reste finalement. Il me reste t moins t extérieur sur t0 moins t extérieur égale à moins t sur tau. Et moi je veux le temps. Alors si je veux le temps, je fais quoi? On multiplie par taux et enfin par moins taux. Voilà, on multiplie toute la partie gauche par moins taux et on a directement notre réponse. Parce qu'en fait, on a dit que le taux, il se calcule, c'est une constante. Donc Oui. la température, mettons, on va dire qu'on est à 40 degrés, ça on connaît. La température extérieure, on connaît aussi. La température initiale de notre système, je sais pas moi, ça peut être 80 degrés par exemple, donc je la connais. Et T extérieur, je connais. Donc ça veut dire que comme je connais toutes mes températures et je connais ma constante, je peux en déduire le temps, au bout duquel, par exemple, du café se sera refroidi ou de l'eau se sera refroidi, par exemple. Voilà. Voilà tout ce qu'on devait savoir Et sur comment on fait pour pour cibler précisément 30 degrés? bah, ça sera l'énoncé qui va te le dire. C'est-à-dire que l'énoncé va te dire, par exemple, tu as de l'eau chaude à 80 degrés. Donc l'eau chaude, c'est bah, T0, c'est la température de départ. Et ton café, enfin, ta tasse de café, mettons, est dans une pièce à 20 degrés. Donc 20 degrés, Oui. c'est la température extérieure. Et donc toi, tu voudrais que ton café, il atteigne telle température. Donc voilà, la température qu'il va atteindre, bah, c'est grand T. Ah OK, d'accord. Tu connaîtras toutes les températures, tu vois. Donc si tu connais toutes les D'accord. températures, tu connais la constante taux, tu peux la calculer, tu peux en déduire le temps. OK. Ben voilà. Voilà tout ce qu'il y a à savoir sur la partie thermodynamique. Voilà, je crois qu'on D'accord. a tout révisé là, voilà tout ce que vous devez savoir. Donc je vous ai dit que tout ce qui était bilan radiatif de la Terre, ça ne sera pas dans votre contrôle, je ne le mettrai pas. Donc voilà, ça je vous fais pas Et réviser. monsieur, c'est quand le contrôle, au fait? Ben, mardi prochain, pendant le TP. C'est-à-dire que je ne réserverai pas de salle, on fera ça dans la salle de 112, le contrôle. OK. Voilà. Comme ça, vous aurez les 2 heures. Donc normalement, je pense qu'en moins de 2 heures, ça doit se faire. Donc du coup, Ouais. voilà. Comme ça vous laissera le temps de tout faire. Voilà. Voilà pour la partie thermo. Alors maintenant, on passe à la partie chimie, cinétique chimique. Et alors je précise bien, c'est l'aspect macroscopique, puisque l'aspect microscopique, on verra ça jeudi et lundi, mais l'aspect microscopique ne sera pas dans le contrôle. Voilà. D'accord. On fait que l'aspect macroscopique. Alors, qu'est-ce qu'il y a à retenir? Je dirais qu'il y a à retenir au moins, au moins 5 points importants. Alors d'abord, les facteurs cinétiques. Donc les facteurs cinétiques, il faut savoir la différence entre une réaction rapide, lente et infiniment lente. On en a vu plusieurs, nous, cette année. Une réaction rapide, c'est par exemple lorsque vous faites précipiter des ions Ag+ avec Cl-, ça fait un précipité blanc, ça réagit tout de suite. Donc c'est rapide et total. Ensuite, on Mmh. peut avoir une réaction lente. On avait fait par exemple les ions I- avec l'eau oxygénée. C'était une réaction lente qui formait du diode progressivement au cours du temps. Et on a des réactions infiniment lentes. Bah ça peut être par exemple la décomposition de l'eau oxygénée. Vous avez chez vous qui est très très lente comme réaction. Donc voilà. Alors maintenant, qu'est-ce qui peut accélérer la réaction? Donc c'est ce qu'on va appeler les facteurs cinétiques qui vont augmenter la vitesse de la réaction. Alors il y en a deux. Il y a le facteur température et le facteur concentration des réactifs. Alors, le facteur température, il permet donc, je dirais,
d'aller plus vite. Donc moi je dirais aussi qu'il permet d'atteindre l'état final qu'on avait appelé nous la dernière fois XF beaucoup plus rapidement. Ça va toujours? Oui, Et là, alors comment ça s'explique? Ça s'explique pourquoi? Parce que si la température augmente, les réactifs ils vont bouger plus vite. Et s'ils bougent plus vite, bah, ça va réagir plus vite. Et donc on va atteindre plus vite l'état final. Voilà ce que ça veut dire au niveau de la température. Maintenant, au niveau de la concentration, eh ben, même chose. Si la concentration des réactifs augmente, le temps mis par la réaction va être beaucoup plus court. Tout simplement pourquoi? Parce que si la concentration est plus grande, ça veut dire qu'il y a beaucoup plus de molécules de réactifs dans mon bécher qui vont être susceptibles de réagir plus vite. Parce que comme il y en aura plus, ils vont réagir plus vite au début. Mais au fur et à mesure qu'ils réagissent, bah, il y en aura de moins en moins des réactifs. Donc, la vitesse va augmenter au début très fortement, mais vu qu'après, au cours du temps, les réactifs, une fois qu'ils auront réagi, bah, ils ne seront plus là. Donc, il y aura moins de réactifs à la fin. Donc, la vitesse va être plus faible au cours ouais, du temps. Mais, comme il d'accord. y a plus de réactifs, on atteindra quand même l'état final plus rapidement quand même. Voilà ce que ça veut dire. Donc ça, c'est vraiment les deux facteurs cinétiques. Et puis après, il y a ce qu'on appelle le catalyseur. Alors le catalyseur, c'est une substance qui accélère une réaction chimique, mais qui n'apparaît pas dans l'équation de la réaction. Et qu'est-ce que je pourrais rajouter? C'est une substance qui va, c'est ce qu'on verra d'ailleurs jeudi, c'est une substance qui va intervenir dans le mécanisme de la réaction, c'est-à-dire qui va réagir en début de réaction, mais qui va se régénérer en fin de réaction. On va le retrouver intact en fin de réaction. Voilà, c'est ça un catalyseur. Donc il accélère la réaction parce qu'il intervient dans le mécanisme, mais il se régénère à la fin de la réaction. C'est pour ça on dit que ça accélère une réaction sans être consommé. C'est-à-dire qu'il réagit, mais il se reforme. Donc finalement, il n'est pas consommé en fait. Et alors, Ok. les catalyses, il y en a trois. Il y a les catalyses homogènes, c'est-à-dire que le catalyseur, par exemple, est liquide, et les réactifs sont liquides. Tout est dans la même phase, donc c'est homogène. Ensuite, on peut avoir un catalyseur hétérogène. C'est-à-dire que le catalyseur peut être solide, et les réactifs sont liquides. Ils ne sont pas dans le même état physique. Donc on a une catalyse hétérogène. Et puis, ça c'est plus du domaine de la biologie, il y a des catalyses enzymatiques. C'est-à-dire que c'est des enzymes qui vont permettre aussi d'accélérer des réactions. C'est ce qu'on appellera une catalyse enzymatique. Donc voilà déjà tout ce qu'il y a à savoir sur les facteurs cinétiques. Est-ce que c'est tout bon ça? Ouais, Ouais. Alors maintenant, c'est un peu ce qu'on avait fait en TP, là, les deux derniers TP, c'est comment est-ce qu'on peut suivre une transformation chimique. Alors déjà, pour suivre une transformation chimique, il faut un chronomètre. Ce que vous avez fait, vous avez déclenché l'acquisition et on avait chronométré le temps. On avait fait des points, par exemple, toutes les 30 secondes, on avait un point, on pouvait suivre l'évolution de la transformation chimique. Et alors, quand il y a une transformation chimique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les réactifs disparaissent pour former des produits qui se forment. Donc, on va suivre la consommation des réactifs ou alors on peut suivre la formation des produits. Et pour suivre l'évolution, on suit toujours l'évolution en étudiant ce qu'on appelle X de t, l'avancement de la réaction. C'est pour ça que quand vous avez une réaction à suivre, on doit faire un tableau d'avancement pour déterminer l'avancement de la réaction. Alors maintenant, cet avancement, pour le déterminer, c'est ça qu'on avait vu en TP, ben cet avancement, des fois on ne peut pas l'avoir directement. Alors pour essayer de l'avoir indirectement, on va suivre une autre grandeur physique avec un capteur. Alors par exemple, dans le premier TP qu'on avait fait, on avait mesuré la conductivité. Il y avait la moitié de la classe qui avait mesuré la conductivité et l'autre moitié qui avait mesuré l'absorbance. Parce qu'on sait que la loi de Beer-Lambert, on l'a vu aussi en exercice, que A égale K fois C. Donc si on connaît la variation d'absorbance, d'après la loi de Beer-Lambert, on connaît la variation de la concentration. Et si on connaît la variation de la concentration, on connaît l'avancement. On sait comment X varie. Et pareil, pour la conductivité, il y a une loi qui s'appelle la loi de Colroche.
si on connaît comment varie sigma, on sait comment varie la concentration. Et donc, on sait comment varie X. Et ce qu'on avait fait mardi, on avait suivi, nous, la variation de pression. Et la variation de pression avec la loi des gaz parfaits. Vous vous rappelez la loi des gaz parfaits? P fois V égale... je l'ai plus exactement. A Égale R fois N fois V. Ah non, R fois N fois... fois Kelvin, Perso, je la fois connais. les températures. Ah, la température, c'est ça. N fois N R égale fois T. PV sur RT. Voilà, N égale PV sur RT. Donc ça veut dire que si N, je peux le marquer d'ailleurs, si N égale PV sur RT, et on sait que N peut être lui aussi égal des fois à petit x, hein, ça dépend du tableau d'avancement. Donc ça veut dire que si on connaît la pression, on peut en déduire petit x. Par exemple avec la loi des gaz parfaits. Voilà, et l'exercice qu'il y a à faire pour jeudi, vous regarderez, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'au lieu de mesurer une pression, vous allez voir dans votre exercice, on suit une variation de volume de gaz. Donc si on connaît comment le volume varie, on peut en déduire comment X varie. Vous voyez, donc la loi des gaz parfaits, voilà ce qu'elle permet de faire. Donc si la réaction est lente, on a le temps, le capteur a le temps de suivre comment varie la transformation. Parce que le temps de réponse du capteur, il va être très inférieur à la durée de la transformation chimique. Donc ça veut dire qu'avec un capteur, c'est tout à fait possible de suivre une évolution chimique. Et ça permet de tracer, après, une fois qu'on passe de la grandeur à petit x, on peut tracer le graphique x en fonction du temps. Et là, vous voyez, on vous a tracé ici deux courbes. Une courbe rouge, une courbe bleue. Alors par exemple, la courbe, on peut dire que la courbe, alors par exemple, comment je pourrais dire, si par exemple j'étudie le facteur température, la courbe bleue ou la courbe rouge, laquelle sera à une température plus élevée? La bleue. Voilà. Parce qu'on voit ce qu'on a dit tout à l'heure, si la température est plus élevée, les réactifs réagissent plus vite au début. La pente est plus rapide. Et après, petit à petit, elle diminue jusqu'à atteindre l'état final. L'état final, c'est XF. Alors que si la température est plus basse, on s'aperçoit que la pente ici, elle est beaucoup plus faible au début. Donc ça va mettre beaucoup plus de temps, mais on arrivera quand même à l'état final, au même état final que si la température était plus élevée. C'est-à-dire que la température ou la concentration, on verra aussi, ne modifie pas du tout l'état final. L'état final, c'est toujours le même, c'est toujours XF. Et donc, pareil, si j'avais mis par exemple un catalyseur, j'aurais pu avoir par exemple ça. Si je mets un catalyseur, je peux très bien avoir une réaction comme ça. Voilà, le catalyseur, ça permet d'accélérer encore plus la réaction. Voilà ce que ça veut dire. Du coup, voilà pour ça. Donc, une fois qu'on a fait ça, je vais passer à ça. Donc là, je vous ai rappelé la loi des gaz parfaits, hein. Donc, je rappelle bien que la pression est en pascal, le volume en mètres cubes, la température toujours en Kelvin, hein. Pour passer des Kelvin, il faut bien rajouter la température en Celsius, auquel on rajoute 273 degrés. C'est ce que vous avez fait hier en TP. 73,15 exactement. Voilà. Et la quantité de matière en mol. Donc voilà pour la loi des gaz parfaits. Alors, monsieur, oui. Juste déjà, 1 mètre cube, ça fait 1000 litres, c'est ça? Alors, si par exemple, on va faire un exemple, comme vous aviez fait hier. Hier, vous aviez mesuré le volume du gaz dans votre Erlenmeyer, et il me semble que vous avez trouvé à peu près de l'ordre de 76 millilitres, vous m'aviez dit, je crois, hier. Alors, moi, je voudrais savoir combien ça fait de mètres cubes. Alors, moi, déjà, je sais que 76 millilitres, c'est comme si j'avais 76 centimètres cubes. Et maintenant, pour passer des centimètres cubes au décimètre cube, il faut multiplier par quoi?
Par 1000. Alors, il faut plutôt diviser par 1000. C'est-à-dire qu'en Oui, centimètres. divisé par 1000. Donc, Donc ça veut dire, multiplié par 10-3. voilà. Et ça, un décimètre cube, c'est 1 litre. Donc là, je suis passé des millilitres au litre. Et maintenant, si je veux passer au mètre cube, on sait que 1 mètre cube, c'est 1000 litres. Donc ça veut dire que j'aurai 76 10 moins 3 litres. Si je le mets en mètre cube, il faut aussi que je multiplie à nouveau aussi par 10 moins 3 aussi. Puisqu'un litre, c'est 1 millième de mètre cube. Ou un mètre cube, c'est 1000 litres si vous préférez. Du coup, 1 mètre cube, c'est 1 fois 10 moins 3 litres. Voilà. 1 mètre cube égale 1 fois 10 moins 3 litres. Donc, 76 millilitres, pour moi, ça sera égal à 76 10 moins 3 fois 10 moins 3, ça fera 76 10 moins 6 mètres cubes. Voilà. Voilà comment je fais pour passer des millilitres en mètres cubes. D'accord. Ça va? Ouais. Alors, ensuite, il me reste deux choses à voir pour finir. Alors, il me reste à parler de la vitesse volumique de consommation ou de formation. Donc là, ce que vous avez ici, c'est un réactif R. Donc si c'est un réactif, on sait que le réactif, il disparaît au cours du temps. Si ça avait été un produit, ben c'est ce qu'on a fait hier d'ailleurs, ça augmente au cours du temps. Vous voyez, ça fait la courbe exponentielle, mais dans l'autre sens. Donc quand on parle de vitesse de consommation, ben, ça voudra dire aussi que la pente, vous voyez la pente qu'on avait fait avec la TIS Pro hier, la pente elle sera négative, alors que hier, les pentes que vous aviez mesurées, vous comme la courbe était comme ça, les pentes elles étaient positives. Ça va toujours? Donc si la pente est positive, ça veut dire que la vitesse, ici, eh ben, ça sera égal à la dérivée de la concentration du produit sur le temps. Donc la vitesse, si c'est une vitesse de produit, elle sera positive. Alors que si c'est la vitesse de consommation d'un réactif ici, eh ben, vu que la pente est négative, la vitesse de consommation sera négative. Et elle sera égale à la dérivée de la concentration du réactif par rapport au temps. Ça va pour les deux? Oui, c'est bon. Ça va. Alors ça, c'est par exemple si vous devez appliquer la formule de la vitesse. La formule de la vitesse, bah, c'est comme en mécanique, hein. C'est la dérivée du vecteur position sur le temps en mécanique. Bah, là, c'est la dérivée de la concentration du réactif par rapport au temps. C'est comme en mécanique en fait. Ça, c'est la définition de la vitesse. Maintenant, on peut aussi la mesurer, cette vitesse. C'est ça, on aurait pu le faire aussi en TP. C'est-à-dire qu'il aurait fallu, pour la mesurer, prendre deux points de la courbe, un point à l'instant i plus 1 et un point à l'instant i, et mesurer les concentrations à ces deux instants. C'est-à-dire la concentration à i plus 1 moins la concentration à l'instant i divisé par t de i plus 1 moins ti. Vous voyez, ça peut se calculer. Et on voit bien ici que la valeur sera négative en tout cas. Et comme la valeur est négative, on met un signe moins devant, puisque moins et moins, ça fera plus en fait. Pour que la vitesse à la fin soit quand même positive. Donc voilà ce qu'il y a à savoir sur la vitesse. Donc il y a deux façons de la trouver. Soit par le calcul, soit en utilisant la dérivée. Voilà, donc ça c'est vraiment à savoir sur la vitesse. Alors, connaissant cette vitesse-là, cette formule, il faut bien la connaître. Pourquoi? Parce que c'est grâce à elle que vous allez pouvoir trouver l'équation différentielle du premier ordre pour expliquer ce que c'est qu'une cinétique d'ordre 1. Donc, c'est ça qu'on va essayer de déterminer maintenant. Alors, là, voilà, je vous ai mis la vitesse, donc c'est un peu ce que j'ai fait tout à l'heure, hein, donc ça c'est la même chose, ça, on en a parlé. Voilà. Alors, comment est-ce qu'on fait pour aboutir à l'équation différentielle? Alors déjà, moi je sais deux choses. Je sais que, je vais l'écrire ici, la vitesse de consommation du réactif R, on a dit que c'était égal à moins la dérivée de la concentration du réactif sur dt. Ça, c'est ce que je viens d'expliquer. Mais, qu'est-ce que je sais aussi? Je sais que si ma cinétique est d'ordre 1,
la vitesse doit être égale à ça. Elle doit être proportionnelle, donc il y a un coefficient de proportionnalité, doit être proportionnel à la concentration du réactif R. Donc voilà ce que je dois écrire. Et une fois que j'écris ça, et ben le moins dr sur dt, je vais le faire passer à droite. Donc si je le fais passer à droite, qu'est-ce que ça va donner? Ben, ça va donner d de r sur dt plus k fois r égale à 0. Et là, qu'est-ce qu'on a? On a bien une équation différentielle du premier ordre sans second membre. Vous voyez? Et la grandeur, c'est quoi? C'est la concentration du réactif cette fois-ci. Voilà. C'est comme ça qu'on va pouvoir établir l'équation différentielle du premier ordre. Est-ce que ça va pour ça? Ouais. Ouais. Et donc, alors maintenant, c'est quoi la solution? Donc la solution, vous voyez, par exemple, elle vous est donnée ici. C'est par exemple R, la concentration de R, on va dire. On peut l'appeler, on peut faire comme tout à l'heure, hein, A exponentielle moins K fois T. Oui, je vais faire la même démonstration tout à l'heure, regardez, plus B. Donc, qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? Il fallait faire. Comment on résout l'équation? On fait la dérivée. On fait la dérivée, oui, je vous la refais une deuxième fois. Comme ça, au moins, ça sera bien acquis. Donc, la dérivée de la solution, on a dit que c'était moins K Oui. fois A. Ouais. Monsieur, est-ce qu'on peut pas utiliser une autre solution pour s'entraîner un peu? C'est-à-dire? Bah, juste une solution légèrement différente de celle qu'on a fait la dernière fois pour que ça... Alors, bon, on va faire une autre plus simple, si tu veux. On va dire que B égale 0. On va déjà le définir. Donc, ta solution, c'est que ça. Une autre solution, c'est-à-dire tu veux prendre d'autres lettres ou tu veux prendre... Bah non, je sais pas, enfin, si on aurait pu avoir quelque chose de différent au contrôle, bah qu'on puisse un peu différente, mais si ça sera que des trucs comme ça, autant. Oui, ce sera que des choses comme ça, ou alors on peut te donner à ce moment-là directement ça, là, voilà. Directement cette solution-là, par exemple. Donc si tu as cette solution, ça veut dire que si tu la dérives, on fait pareil, hein. On va dériver cette solution, par exemple. Alors qu'est-ce que je vais avoir? R de t égale R0 fois exponentielle moins k fois t. Alors, on va avoir est égal moins k Oui. fois exponentielle. Concentration de R0 fois exponentielle moins k fois t. Voilà, je vais partir de cette solution si tu veux. Voilà, et ensuite, qu'est-ce que je fais? Ensuite, On doit remplacer ah oui, remplacer par dans la l'équation première. différentielle. Donc ça va donner moins k fois la concentration de R à t égale 0 fois exponentielle moins k fois t plus, qu'est-ce que je rajoute après? Si je remplace, là j'ai remplacé dr sur dt par sa formule. Là je viens de remplacer plus du coup k fois oui, concentration de... oui, R0, oui, fois, fois... c'est ça la solution, hein. Ah oui, C'est ça R que je bah, vais remplacer. fois du coup... Moins k fois t, et ça doit être égal à... à 0. Voilà. Ben, regardez ce qu'on vient d'écrire, hein. Qu'est-ce que vous constatez? Ben, vous n'avez plus qu'à lire. Qu'est-ce que vous lisez? Que c'est exactement le même. Ben oui, on a
k fois R0 exponentielle moins k fois t, moins k fois R0 exponentielle moins k fois t. Donc, ça moins ça, c'est bien égal à... C'est pas Mais j'ai- plus? Ah oui, non, le moins, Là, il y oui, a un pardon, moins j'ai ici, il y a un moins, et là, il y a un Oui, plus. oui. Donc, ça veut dire quoi? Bah, du coup, que c'est bien égal à 0. Et ben voilà. Donc, si c'est bien égal à 0, ça veut dire que R de t s'écrit bien sous la forme R0 exponentielle moins k fois t. Et donc, ça, c'est bien la solution de l'équation différentielle. Voilà. Ça veut dire que cette solution, on vous a déjà donné le a et le k. Ça y est, c'est déjà fait. Voilà. Alors que là, c'était la méthode la plus dure. Donc là, c'est la méthode la plus facile. Et alors enfin, vous avez juste ça là. Comment passer de la solution à ça, avec le log là? Alors, je réécris la solution. Concentration de R égale, on a dit, concentration de R à t égale 0, multiplié par exponentielle moins k fois t. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on avait dit? Comment on fait pour se débarrasser de l'exponentielle? Vous vous rappelez? On fait ln? Oui. Alors, si on veut se débarrasser de l'exponentielle, il faut que le R0 il passe à gauche. Donc ça va donner concentration de R sur concentration de R à t égale 0 sera égal à exponentielle de moins k fois t. Ça va ça? Voilà. Est-ce que c'est bon? Oui, non, vous me dites? Je sais pas. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus ou pas? Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Non? Bah, oui, En- oui, enfin, là, Donc en fait, ce qu'on fait, je pars de la solution qu'on me donne. La solution qu'on me donne, on voit bien que c'est une solution qui a une équation, qui est de la forme comme ça en fait. Voilà, on va dire ça comme ça. R, c'est finalement, en fonction du temps, voilà, c'est une équation différentielle, enfin pardon, c'est une fonction exponentielle ici, décroissante. Ici, on a concentration de R0 qui est là, et on a bien l'exponentielle moins k fois t. Est-ce que ça va pour tout le monde? Mhm. La question que j'aimerais vous poser, c'est comment faire pour trouver la valeur de k? Voilà, je pose ma question. Comment je peux faire pour trouver la valeur de k? Faut qu'on isole K. Et oui, alors comment on va faire? On Et utilise ça qu'on nous a logarithme. posé dans le contrôle de trouver... Comment? Du coup, ça pourrait être une question qui est dans le contrôle Eh déterminant. ben oui. En fait, c'est une question qui permet d'expliquer que la cinétique est bien d'ordre 1. Ça, on l'avait vu dans le contrôle. Ah oui, oui, oui. Eh oui. Alors, comment faire pour trouver ce cas là, justement? Bah, Eh ben, comme déjà, disait il faut qu'on mette Carmine, le ln. il faut mettre le ln. Donc, on va mettre le ln à gauche, comme ça là. Et on va mettre le ln à droite, comme on a fait tout à l'heure. Et donc, qu'est-ce qui va rester? Il va rester moins k fois t sur log de R sur R0, c'est bien ça? Mais c'est quoi log de A sur B? On avait vu ça lundi. Log de A sur B, qu'est-ce qu'on avait dit lundi? Que c'était aussi égal à log de A moins log de B. Est-ce que ça va ça? On avait fait ça lundi. Euh, Log de A sur B. A sur B, c'est R sur R0. Ça fait bien log de A moins log de B. Oui, non? si. Si, ça va? Alors regardez ce que je fais maintenant. Log de R égale le moins ln de R0, je le fais passer à droite, donc il devient ln de R0 moins k fois t. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça?
Pourquoi on fait pas ça? Alors pourquoi? Bah justement, regarde. Là, tu as une fonction exponentielle. C'est pas évident de travailler sur une fonction exponentielle. Et qu'est-ce que j'ai fait là? Je suis passé d'une expression exponentielle ici à quoi ici? C'est quoi comme équation ça? Pour moi, ça c'est du style y égale moins ax plus b. Et c'est quoi ça comme équation? Ax plus b? C'est une fonction affine. Et ben voilà, c'est une fonction affine. Le y, je le remplace par le logarithme des terriens de grand R. Et le x, je le remplace par le temps. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Moi j'ai fait ça. Je suis passé d'une fonction exponentielle à une fonction affine. Et justement, l'ordonnée à l'origine, eh ben, c'est quoi? C'est log de la concentration de R à t égale 0. Donc ça peut se trouver. Et je vous disais tout à l'heure, je voulais connaître le coefficient K. Eh bien, regardez, c'est quoi K? C'est quoi dans la fonction affine? Le coefficient. Le coefficient directeur. Donc si je trace une fonction affine, je peux en déduire le coefficient directeur. Et si je connais le coefficient directeur, j'en déduis la constante de ma réaction. Ça va toujours? Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Alors, si c'est bon, il me reste à voir une dernière chose. C'est ce qu'on appelle, qu'est-ce qui permet de vérifier que la cinétique est d'ordre 1. D'ordre 1 par rapport au réactif A. Donc on a dit qu'il y avait trois choses. Vous vous rappelez les trois choses? La première, c'est le temps de demi-réaction. Alors ça c'est quoi ça, le temps de demi-réaction? On a dit. Donc si par exemple on a une réaction qui évolue comme ça, jusqu'à mettons XF, voilà, j'ai mon produit ici, on va dire que c'est le produit C par exemple, voilà, c'est mon produit C, qui évolue en fonction du temps. Alors comment je fais pour trouver le temps de demi-réaction? Le temps de demi-réaction fait le XF divisé par 2. Donc on prend la moitié de l'avancement final, donc XF sur 2. Et qu'est-ce qu'on fait ensuite? Bah, du coup, on trace jusqu'à la courbe. Voilà. Et on détermine le temps correspondant. Donc le temps de demi-réaction, c'est le temps au bout duquel la moitié de la quantité finale de produit est formée. Ou alors, ça peut très bien être aussi quoi, le temps de demi-réaction? Ça peut être le temps au bout duquel, si je prends le produit A, ça va être le moment où la moitié de la quantité de A aura disparu. Voilà, là j'ai X ici, là j'aurai X sur 2 aussi. Voilà, donc ça peut se calculer comme ça aussi le temps de demi-réaction. Ça dépend si on prend le réactif ou le produit. Mais qu'est-ce qu'elle dit cette loi cinétique d'ordre 1? Elle dit que, si j'ai un réactif A avec une concentration différente, je vais avoir ça. Et qu'est-ce que j'en déduis? J'en déduis que là, le X, il est là. Le X 1/2, il sera là. Et donc ça veut dire quoi ça? Qu'est-ce que ça signifie en fait? Le même temps de demi-équation. Et oui. Et qui est indépendant de la concentration initiale en réactif. C'est-à-dire que si j'ai une concentration ici, je prends la moitié, j'ai un temps de demi-réaction. Si je prends une autre concentration initiale en réactif ici, et en fait, je prendrai toujours X sur 2, j'aurai toujours le même temps de demi-réaction.
Donc ça veut donc dire que si la cinétique est d'ordre 1 par rapport au réactif A, le temps de demi-réaction est indépendant de la concentration initiale en réactif A0. Ça, c'est la première méthode, on avait dit. Deuxième méthode, les vitesses volumiques. Les vitesses, on a dit qu'elles doivent être proportionnelles à la concentration. Donc ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que la vitesse que je vais mesurer, donc voilà, V, je l'appelle V, doit être proportionnelle à la concentration du réactif A. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que j'ai une fonction linéaire. La vitesse est proportionnelle à la concentration. Ça, c'est la deuxième façon de vérifier qu'on a bien une cinétique d'ordre 1. Et la troisième, on vient de la voir tout à l'heure, c'est de montrer que la concentration de A est bien fonction exponentielle décroissante et s'écrit sous la forme A égale concentration de A0, ici à t égale 0, exponentielle moins k fois t. Voilà, ça c'est la solution d'une... comment dire, c'est l'évolution de la concentration du réactif qui suit une loi exponentielle d'ordre 1 si la vitesse est bien d'ordre 1. Voilà, donc vous avez trois méthodes à votre disposition pour déterminer l'ordre d'une réaction. Alors pour terminer, voilà, je vous ai mis la petite carte mentale. La carte mentale, vous l'avez sur le netboard, je ne sais pas si vous l'avez déjà regardé. Donc ça permet de reprendre un petit peu tout ce qu'on a fait. Les facteurs cinétiques ici, la catalyse ici, le suivi des réactions, la vitesse d'une réaction en fonction de l'absorbance par exemple, et comment est-ce qu'on détermine le temps de demi-réaction ici. Voilà, vous avez tout sur la carte mentale. Voilà, donc je ne sais pas s'il y a des questions. Oui, Monsieur, juste pour la page d'avant, pas la Oui. carte mentale, mais celle d'avant, donc celle-là. oui, est-ce qu'il faut connaître du coup les petites formules en dessous des... Enfin, les petites formules qui sont données, elles sont à connaître? Ça, c'est à Celle-là, connaître, ça, voilà. oui. Il faut bien savoir que la vitesse de disparition de A, c'est égal à k fois A. Pourquoi ça connaître? Parce que c'est grâce à cette formule-là que tu vas pouvoir... où est-ce que je l'ai mis? Voilà, que tu vas pouvoir déterminer l'équation différentielle. Tu vois, il faut vraiment connaître cette formule-là si tu veux aboutir à l'équation différentielle déjà. Donc tu vois, cette formule est vraiment à connaître. Donc si la vitesse est proportionnelle à la concentration R, on a bien une cinétique d'ordre 1. Merci. Voilà. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Je sais pas, vous me dites s'il y a des questions en plus. Je ne sais pas si tout le monde avait un micro ou pas. Non, bah moi perso, j'ai pas vraiment tout compris, donc j'essaierai de faire comme je peux. Ouais. Ben, reprends bien. De toute façon, je vous Et le envoie. problème, c'est surtout avec Oui. depuis l'ancien contrôle, en fait, je comprends pas ce que c'est une équation différentielle. Ah, bon, on va faire ça simple. Alors, une équation différentielle, ça s'écrit comme ça. En maths, voilà. Quand tu as une équation comme ça en maths, ça c'est une équation différentielle du premier ordre. Premier ordre parce que tu dérives une fois, y', et elle est sans second parce que là c'est égal à 0. Donc une équation différentielle en maths, c'est quand tu as une grandeur, cette grandeur tu l'appelles y, et dans cette équation, tu as la grandeur y et tu as la dérivée par rapport au temps de la grandeur y. Dans la même équation en fait. D'accord. Et le coefficient A, c'est une constante. Ce qu'on a appelé tout à l'heure, nous, 1 sur taux. Ce qu'on a appelé tout à l'heure K pour la cinétique. Tu vois, nous tout à l'heure, on a dit qu'on avait y' plus y sur taux, par exemple, égal à 0, on avait écrit tout à l'heure. Ou alors, on a écrit y' plus k fois y égal à 0. On avait marqué k pour la cinétique et 1 sur taux pour la thermique. Tu vois, c'est le même type d'équation en fait. Et après, ce qui change, c'est le y. Soit le y,
c'est la concentration du réactif en chimie, soit le Y, on avait dit que c'était la température en thermique. D'accord. Est-ce que c'est plus clair comme ça, l'équation différentielle? Un petit peu. Voilà. Donc en fait, si on te demande de trouver une équation différentielle, il faut que dans ton équation, tu aies la grandeur et la dérivée de la grandeur par rapport au temps en physique. Ok. Voilà ce que c'est qu'une équation différentielle. Ok. D'accord? Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions encore? Allez-y, posez-moi les questions tant que vous avez encore un petit peu de temps encore. Est-ce qu'il y a d'autres questions encore? Non, c'est tout bon? Pas de questions? Bon, ben, on va arrêter là alors si vous voulez. Donc ce que je fais, c'est que ben, je vous enverrai ce soir le lien YouTube, le temps que j'enregistre la vidéo. Et voilà, je vous envoie ça sur Pronote et sur Discord. Voilà. Ça marche. Merci. Bon, ben, bonne fin d'après-midi du coup. D'accord. Merci, vous aussi. Merci, au Au revoir. revoir. Au revoir. Au revoir.